Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 30 novembre 2016. Au nombre des questions examinées, j'en ai retenu à votre attention 7. Le premier point. Il s'agit de 2 accords signés avec la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement a approuvé un prêt de 43 milliards 300 millions de francs CFA et un prêt d'un montant de 1 milliard 800 millions de francs CFA en faveur de notre pays le 8 novembre 2015. Ce prêt est destiné au financement partiel de la route Beteru-Tchaoru, frontière du Nigeria. Ce projet routier contribuera à améliorer l'accessibilité du département du Borgou et facilitera l'accroissement des échanges commerciaux et la circulation des personnes. La date limite d'entrée en vigueur de ces 2 accords est fixée au 8 février 2017. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de ces 2 accords. Deuxième dossier. Projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration du COUS-AC. La mission du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, établissement public à caractère social, est d'assurer les prestations et les services destinés à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Le projet de décret du COUS-AC soumis au Conseil apporte des innovations pertinentes, avec notamment, d'une part, la création d'un service chargé du paiement des allocations universitaires en collaboration avec la Direction des bourses et secours universitaires et les banques partenaires. Et d'autre part, la création au COUS-AC d'une commission de passation des marchés publics et d'une cellule de contrôle des marchés publics. Le projet de décret a été adopté par le Conseil, de même que le projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration du COUS-AC. Troisième dossier. Il s'agit du rapport d'exécution du programme d'investissement public gestion 2015 au 31 décembre. Ce rapport, dont le Conseil a pris connaissance, fait ressortir les dysfonctionnements de la chaîne PPBS, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation, dysfonctionnements qui handicapent la pleine réalisation des programmes d'investissement public dans notre pays, notamment au nombre des dysfonctionnements, la pluralité des structures qui interviennent dans la chaîne, avec l'absence d'un leadership et d'un cadre réglementaire général de suivi-évaluation, un manque de synergie d'action qui provoque une lassitude au niveau des acteurs chargés de l'exécution de ces programmes et projets. Un effectif pléthorique des unités de gestion des programmes et projets financés exclusivement sur le budget national. Une transmission tardive des rapports d'exécution des projets dont la qualité laisse souvent à désirer. Et enfin, l'âge moyen des projets dans le portefeuille
qui se situe entre 7 ans et 10 ans. Au regard de ces constats, le Conseil a prescrit 4 mesures. La première, la poursuite de l'assainissement du portefeuille actif de projets publics qui comprenait au 31 décembre 2015 291 programmes. Deuxièmement, le renforcement des capacités des gestionnaires de projets qui devront maîtriser les procédures d'exécution de la dépense publique et les procédures de passation des marchés publics. Troisièmement, l'obligation de performance aux coordonnateurs de projets pour améliorer les taux d'exécution des programmes d'investissement public. Et la revue du cadre réglementaire du suivi de l'exécution des projets et programmes. Enfin, et toujours au sujet du troisième dossier, dans le souci d'accélérer la réalisation des investissements publics qui sont financés sur ressources extérieures, le Conseil a instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement et le ministre de la Justice et de la Législation au fin de faire une revue de la chaîne de ratification des accords de prêt conclus avec les partenaires au développement. Quatrième dossier, rapport d'évaluation du système national d'intégrité du Bénin. L'évaluation du système national d'intégrité est une conditionnalité pour la mobilisation de l'appui budgétaire général de l'Union européenne pour le compte du 11e FED, Fonds européen de développement. Cette évaluation externe a été conduite par Transparency International sur financement de l'Union européenne. L'avantage d'une telle évaluation, au-delà de la conditionnalité liée à la mobilisation de ressources extérieures, est de permettre au gouvernement de disposer d'un outil pour mieux entreprendre les réformes efficaces et durables dans le domaine de la lutte contre la corruption. De ce rapport d'évaluation, il découle que le système national d'intégrité est caractérisé par des fondations politiques et économiques peu résistantes au choc de la corruption politique. Une corruption systématique est malheureusement tolérée. Une lutte contre la corruption qui est plombée par l'absence de volonté politique. L'évaluation du système national d'intégrité du Bénin a abouti à l'appréciation suivante. Citation. Le niveau d'intégrité est globalement faible au Bénin. Sur une échelle de 100, la note la plus élevée est de 50 et la note la plus faible est 24,5. De telles caractéristiques appellent des actions d'envergure. Un plan d'action de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption a été élaboré et adopté. La mise en œuvre des recommandations de ce plan va consolider le profil d'intégrité de notre pays et contribuera à améliorer son image dans la perspective de recherche d'investisseurs privés. Pour une meilleure appropriation des résultats de l'évaluation, le Conseil a instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour la dissémination des conclusions au niveau des 13 institutions constitutives du système national d'intégrité. Dossier 5. Rationalisation du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Conseil a entendu une communication conjointe du ministre d'État chargé du plan et du développement, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministre de l'Économie et des Finances
sur l'implication des réformes du quinquennat dans le secteur agricole, sur le cadre institutionnel du ministère en charge de ce secteur. La vision du gouvernement est de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique et de création de revenus et d'emplois. Il s'agit de mettre en œuvre pour les 5 années à venir un plan d'investissement massif afin de répondre à l'augmentation des besoins alimentaires et à l'accès au marché extérieur et intérieur. Compte tenu de l'expérience du passé, la réalisation de ces objectifs passe par une amélioration significative de la performance du dispositif d'administration du secteur agricole et du système d'accompagnement des acteurs directs des filières et du secteur rural. C'est dans ce cadre que le Conseil a décidé de la création de 7 pôles de développement agricole, de 7 agences territoriales de développement agricole et des 12 directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La direction départementale représente la structure déconcentrée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'Agence territoriale de développement agricole constitue l'organe de gestion du pôle de développement agricole. La mission de l'agence est de mettre en œuvre la politique agricole et initier les actions propres à promouvoir les filières porteuses qui sont spécifiques à chaque pôle. Le gouvernement a également fait l'option claire de recentrer l'État sur ses rôles régaliens et de mieux faire jouer au secteur privé son rôle dans le développement économique de notre pays. Le Conseil d'aujourd'hui a tiré les conséquences de cette orientation et réforme sur le cadre institutionnel préexistant dans le secteur agricole, par souci de cohérence, de rationalisation et d'efficacité optimale, en évitant donc une superposition fonctionnelle des nouvelles créations et des structures telles que la SONAPRA, la CAIA, l'ONASA et l'ONS. Les fonctions de ces 4 structures ne sont plus pertinentes au regard de celles des directions départementales, des pôles de développement agricole et des agences territoriales de développement agricole. Le Conseil a donc autorisé la liquidation ordonnée des 4 établissements, à savoir la Société nationale de promotion agricole, SONAPRA, la Centrale d'achat des intrants agricoles, CAIA-SA, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, l'ONASA, et l'Office national de stabilisation et de soutien des prix des revenus agricoles, ONS. Le Conseil a confirmé le Fonds national de développement agricole comme l'un des principaux instruments de financement agricole. Dossier 6. Campagne nationale de salubrité et de sécurisation des plages du littoral béninois depuis Sémé-Craqué jusqu'à Ilakondji. Notre pays offre sur un littoral de 125 km une exceptionnelle biodiversité marine et côtière et des plages. Sur certains segments de notre côte, nos plages sont dans un état d'insalubrité avancée, ce qui nuit à la fréquentation de nos plages. L'écosystème et la biodiversité qu'offre notre côte sont donc menacés. Au regard donc des enjeux environnementaux, sécuritaires, sanitaires, sociaux et économiques, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique,
à l'effet, d'une part, de préparer et de faire dérouler une campagne en vue du nettoyage des plages et de leur sécurisation, à travers notamment la mobilisation des ONG, des associations de développement, des usagers des plages et des jeunes volontaires organisés en groupement d'intérêt économique GIE. Et d'autre part, de promouvoir les comportements éco-citoyens nécessaires à la production de bien-être et au développement de l'économie touristique. Septième dossier enfin, il s'agit du compte-rendu d'étape de la mise en œuvre de la mesure de libération des emprises du domaine public. Le gouvernement a décidé de faire libérer les emprises du domaine public. Les ministères concernés et compétents ont établi une feuille de route. Ils ont défini la méthode et le mode d'opérationnalisation des actions prévues. Une première série de villes et centres urbains devant faire l'objet de la première phase de cette opération a été identifiée, de même que les principales artères concernées, à savoir la plupart des voies primaires et secondaires revêtues et qui sont stratégiques pour l'attractivité de ces villes. Le marquage de toutes les installations se trouvant illégalement dans le domaine public sur les artères identifiées, ce marquage est achevé. Un plan de communication sociale a été mis en œuvre pour expliquer l'esprit et le bien fondé de la mesure et obtenir autant que possible l'adhésion de la population à la mesure. Le Conseil a précisé ce jour que l'opération de libération se fera en deux phases. La première phase consistera à libérer effectivement tous les trottoirs et terre-pleins centraux des principaux axes routiers dans les villes concernées au 31 décembre 2016 au plus tard. La deuxième phase portera sur le reste du domaine public, à savoir les trottoirs et les terre-pleins centraux des autres axes urbains, les espaces publics entre trottoirs et alignement des propriétés de toutes les voies primaires et secondaires urbaines et tous espaces publics naturels. Enfin, le Conseil a instruit le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour interdire formellement, à compter du 1er décembre 2016, l'occupation des voies publiques et toutes autres formes de permission de voirie pour abriter des manifestations civiles. Je vous remercie.